Alors, séance du 9 novembre, après-midi, 15h, 16h30, nous sommes parfaitement à l'heure. Nous allons faire un zoom sur la fédéralisation en cours de l'Union européenne et voir de quoi il s'agit déjà et quelles conséquences cela va avoir pour la France, évidemment, et la souveraineté nationale et populaire. Alors pour en parler, c'est Daniel Gousseau, qui est une des animatrices du RPS Fier, et qui a participé à la campagne du boycott des européennes avec nous, le PARDEM, avec le PRCF et avec la dynamique populaire constituante. Daniel a déjà beaucoup travaillé dans les années précédentes sur les différentes réformes territoriales ou contre-réformes territoriales, la loi NOTRe, la création des grandes régions, l'illusion du localisme et, et évidemment l'euro-régionalisation. Donc Daniel, je te donne la parole et la distribution des images sur vidéo, projecteur, parce que Daniel ne parle jamais sans preuve. Voilà, c'est à toi. Bon. Alors merci Michel de m'avoir accordé cet instant et je peux quand même te dire que le RPS Fier est très très content de pouvoir trouver un groupe qui a les mêmes comment dire les mêmes idées sur l'UE, l'euro, voilà, et après le boycott, on continue sur la coordination pour la sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Très bien. Alors, la fédéralisation de l'UE. Alors, j'ai cherché fédérer, c'est quoi? C'est regrouper, rassembler pour un même objectif. Ça vient du latin, unir, c'est une alliance. Mais une fédération, ça peut être aussi une association sportive. Hein. La FCPE, par exemple, Fédération du Conseil de parents d'élèves. Mais un État fédéral, c'est une forme d'État souverain. Là, on voit tout de suite qu'on déplace la souveraineté à l'échelon supérieur. Hein, c'est un peu comme quand on avait dit pour les collectivités territoriales, on va passer à l'échelon supérieur. Et bien sûr, c'était pour le bien des citoyens, pour rapprocher les citoyens des lieux de décision. Et bien là, on fait pareil. Voilà. Donc, à l'intérieur duquel les États fédérés disposent d'une certaine autonomie, mais reconnaissent la primauté du droit fédéral. Voilà. C'est le contraire de la confédération, qui est une union d'États indépendants qui délèguent certaines compétences à des organes communs dans le but de coordonner leur politique selon une constitution, mais les États restent souverains et indépendants. Bien. La fédération, pourquoi faire? Pourquoi une fédération européenne? Le mieux, c'est d'aller voir dans les textes qu'est-ce qu'on en dit. Alors, il y a 2 textes qui ont été votés en 2023 dans un drôle de silence médiatique et politique. Un texte, une semaine avant celui de la France, un texte au Parlement européen et un texte légèrement différent, on verra tout à l'heure, sur un texte qui a été voté par l'Assemblée nationale le 29 novembre 2023. Voilà. Alors dans un grand silence, parce que, donc, tout à l'heure, je vous disais, j'ai plusieurs casquettes, et quand je vais d'un groupe politique ou d'un parti politique à l'autre, depuis presque un an, je pose la question de la fédération, du sceau fédéral, et on me répond, mais pourquoi on ne nous en parle pas en haut lieu? Par exemple, la camarade du PC de Pertuis m'a dit, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais pourquoi on ne nous en parle pas? Enfin voilà. Donc c'est quand même... voilà.
Alors, le texte donc, qui a été voté au Parlement européen et au Parlement français, c'est un texte qui fait suite à une consultation citoyenne sur le thème de l'avenir de l'Europe. Alors, Macron était très friand de cet avenir pour l'Europe. Donc, on a choisi un panel, dans chaque pays, un panel de citoyens, on les a choisis. Vous voyez ce que ça veut dire, voilà. Et bien sûr, ils étaient très heureux de voilà, de l'évolution. Alors bien sûr, ils ont parlé de la verdure, de la démocratie, etc. Voilà. Mais on fait ça comme d'habitude. On emmène les gens sur des débats, sur des faux débats. Ça me fait penser un peu aux doléances des gilets jaunes. Et on les met dans une poubelle, dans un tiroir, etc. Et on n'en parle plus. Donc, voilà. Alors, voilà à quoi ça... alors, hop, voilà. Donc, la résolution européenne, donc, c'est celle-là. C'est celle qui a été votée par le Parlement français, par l'Assemblée nationale, le 29 novembre 2023. Donc, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, bien sûr... ça n'a pas, c'est pas un texte qui va rentrer tout de suite dans la Constitution, etc. C'était un vote, comment dire, pour voir, quoi, hein, comme on fait aux cartes ou aux dés. Voilà. Mais n'empêche que l'Assemblée nationale a eu une majorité pour voter ce texte. Alors, ce qui est marrant, c'est que le RN a voté contre. Ils n'étaient pas si nombreux que ça, hein, à cette époque-là. On n'avait pas fait encore les élections législatives de 2024. L'AFI était là, elle a voté non, mais ils étaient 20 sur 72. C'est bête, hein. Voilà. Et bien sûr, la droite... Pour moi, il n'y a pas de centre Macron, c'est la droite, quoi. Hein. La droite capitaliste, bien sûr, ils ont voté pour. Donc le texte est passé avec une certaine majorité, mais le texte est passé. Voilà. Alors c'est grave, je veux dire, parce que même si ça n'a pas, comment dire, ça n'a pas valeur de loi ou de décret, mais n'empêche que c'est un signe. Et après, bien sûr, au Parlement européen, à la Commission européenne, Van der Leyen, bien sûr, a dit, voilà, le peuple européen a plébiscité l'évolution de l'Union européenne. Le peuple européen ou le peuple français? Écoute, je ne peux pas te dire si elle a dit peuple européen, mais elle aurait pu le dire. Parce que ces gens-là aiment bien dire peuple européen alors qu'il n'y a pas de peuple européen. Oui, c'est vrai. Voilà, non, mais c'est une bonne question. Alors, on va voir le détail. Qu'est-ce qu'ils ont voté? Alors, il y a, comment dire, il y a des considérants. Et dans les considérants, il y a tous les mots magiques, la légitimité démocratique, la verdure, hein, plus écologique, etc. Donc il y a beaucoup de mots comme ça qui adoucissent les mœurs, voilà. Et après, voilà, à l'article 7, vous avez, ou même, 7, consciente de la difficulté de parvenir dans des délais rapides à une révision pourtant nécessaire des traités européens, alors voilà qu'on nous parle de révision de traités européens, soutient le recours aux clauses passerelles pour permettre le passage de l'unanimité à la majorité qualifiée dans le processus décisionnel du Conseil de l'Union européenne. Donc, vous imaginez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que, comment dire, là, tant qu'il y avait l'unanimité, il suffisait qu'un pays s'y oppose et comment dire, la loi, elle était bloquée pendant un certain temps. Voilà. Là, la majorité qualifiée va emmener le morceau. Alors, c'est quoi la majorité qualifiée? Alors, la majorité qualifiée, je ne sais pas si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là. Oui, bon, ben voilà.
Non, bah, alors là, je ne sais plus comment revenir en arrière. Si, je vais essayer de revenir en arrière. En fait, dans le... Non, c'est pas là. Bon, voilà, hop, voilà. La majorité qualifiée, c'est... il y a un moment, c'est notamment les pays qui représentent 60% de la totalité des populations dans l'Union européenne. Alors quel est le plus grand pays? Ben, c'est l'Allemagne. Mais on ne dit pas que c'est l'Allemagne. On dit, ben oui, voilà. Et vous savez qu'il compte élargir au moins à 35 États. Mais dans ces 35 États, il y a des petits États. D'ailleurs, c'était un peu l'objet de l'explosion de la Yougoslavie. Hein, parce que l'Allemagne, au mois d'août, depuis 2000, je sais plus, 2004, je crois, ou 2014, excusez-moi, mais tous les ans au mois d'août, il y a une conférence de Berlin. Et la conférence de Berlin, c'est aller chercher les petits pays qui sont un peu partout en Yougoslavie et pouvoir les faire entrer dans l'Union européenne. Voilà. Donc, je veux dire, on voit bien ce que c'est que la majorité qualifiée. En réalité, c'est un vol de démocratie. C'est-à-dire que, voilà, déjà, on était limite en démocratie à l'échelle européenne, mais là, donc, on va vers une Europe fédérale dominée par l'Allemagne. En fait, ça revient à ça. Voilà. Donc, alors, voilà, appel à une réforme. Alors, attention. Appel à une réforme du mode de composition de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne et de la Cour de justice, afin d'assurer un juste équilibre entre les principes d'égalité des États et des citoyens. Bon, alors, je reviens en arrière. Appel à une réforme du mode de composition de la Commission européenne. Alors, ce qui est drôle, c'est que le texte qui a été voté au Parlement européen, ce n'est pas tout à fait le même que celui qui a été voté au Parlement français. Dans le texte au Parlement européen, la Commission européenne devient l'exécutif. Le mot exécutif est là. Donc, on est en train de construire un État au-dessus des autres, qui ne seraient peut-être plus des États, mais des régions. Voilà. Donc ça, je l'ai su il n'y a pas très longtemps, parce que, je veux dire, bon, les textes sont suffisamment complexes, les informations suffisamment cachées, c'est difficile de travailler là-dessus, en réalité. Et puis alors là... voilà, le système d'unanimité. Et puis alors là, autre chose, alors plus intéressant encore, enfin, demande l'octroi d'un droit d'initiative législative au Parlement européen, complété par la possibilité pour chaque Parlement national d'inviter les institutions de l'Union à agir dans un domaine où une action au niveau européen serait plus efficace. On est en train, là, de transférer des compétences du Parlement français vers le Parlement européen. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ça veut dire. Alors, quand je raconte ça aux gens, parce que, bon, moi je ne suis pas une théoricienne, je ne suis pas une historienne, je suis une militante. Et quand je dis aux gens, on est en train de... supprimer les instances françaises de démocratie, notamment l'Assemblée nationale, hein, puisqu'on va transférer des compétences du Parlement au Parlement européen, je leur dis c'est grave. Et les gens, des fois, et souvent me répondent, oh, bah, tu sais, pour ce qui se passe au Parlement français, mais non mais je veux dire, là, je ne sais pas si vous regardez un peu la télé, ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale, on n'a jamais vu ça. C'est un foutoir pas possible.
Et donc, je me demande si ces images-là qui passent régulièrement n'ont pas pour but aussi comment dire, de dire, bon, bah, faut passer à autre chose, etc. Quoi. Ce sont des images de propagande, quoi, pour tuer ce qui reste, le petit peu qui reste de démocratie en France, quoi. Bon. Ça folklorise le Parlement. J'entends pas. Ça folklorise le Parlement. C'est ça, voilà, bah, voilà. Donc c'est extrêmement grave, hein. Voilà. Alors, hop. Et alors, on voit bien que là, les grandes décisions, elles vont être prises par un grand pays. Hein, voilà. C'est pour ça que la mère van der Leyen, là, elle s'y croit déjà. Hein, voilà. Mais pourquoi faire? Alors, il y a une première partie, pourquoi faire? Eh bien, la question, c'est le rapport Draghi. Parce que avec un Parlement croupion en France et un Parlement efficace à l'Union européenne et un exécutif à la Schlag, on voit bien qu'est-ce qu'on va faire des travailleurs français, enfin, je veux dire, de l'organisation sociale en France, quoi, hein, dans toujours plus de compétitivité. Donc, alors, c'est quoi le rapport Draghi? Alors, voilà. Voilà, pour rappel, le rapport vise à identifier les causes du décrochage européen et pointe donc la charge réglementaire européenne, c'est-à-dire le poids de la réglementation sur les entreprises comme facteur de perte de compétitivité. Alors, Macron, il avait déjà foutu le Code du travail en l'air en 2017. Ben, c'est pas assez encore. Je me demande si on ne va pas revenir en France, nous on ne l'a pas connu, mais les Allemands, oui, aux lois Hartz. Voilà. Alors, derrière le narratif empreint de bon sens populaire selon lequel la bureaucratie étouffe le monde de l'entreprise, on a des mots magiques, la simplification normative. Voilà, ça ressemble à ce qu'avait inventé Macron. Présenté comme la solution à ce mal est en réalité un cheval de Troie pour le démantèlement des réglementations en matière de protection de l'environnement et de protection des travailleurs et des consommateurs. Voilà. En fait, c'est ça, comment dire, il y a une modification de l'organisation, mais un renforcement du pouvoir au-dessus des Français, au-dessus de la France, en Allemagne, et en même temps un rapport politico-économique qui demande que le capitalisme soit libéré de nos lois, finalement. Hein. D'autant qu'en France, on en a des lois. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, il s'agit pour une très large part d'un immense copier-coller de propositions faites depuis 2011 par la Table ronde des industriels, l'ERT, ça c'était un think tank ultra-libéral, et par Business Europe, les deux lobbies les plus influents sur la scène politique européenne. Et déjà reprise quasiment mot pour mot dans une proposition du texte de la Commission de 2015. Voilà, la Commission, les recommandations qui arrivaient en 2015, elles sont, pour revenir là-dessus, moi je les ressors en ce moment, quand j'ai des réunions militantes, je les ressors, ces lois, voilà, parce qu'on y lit, et je me souviens très bien que Michel de Seine, à ce moment-là, avait sorti ces textes qui sont non pas des obligations, mais dans le langage européen, ce sont des recommandations, bien sûr, mais en fait, ce sont des obligations. D'autant mieux qu'on a des gouvernements ultralibéraux. Alors, bon, d'une part, le rapport Draghi, ok. Et le couple franco-allemand. J'ai écrit le couple franco-allemand imaginé. Parce qu'il a été imaginé en France. Macron nous l'a vendu. Je ne sais pas s'il y croyait, mais je ne crois pas. Mais, bon, mais en Allemagne, le couple franco-allemand, les Allemands rigolent. Voilà. Alors, par exemple, en 2023, on comptait parmi les 27 chefs de cabinet des commissaires européens
3 Allemands et 2 Français. Aujourd'hui, il y a 6 Allemands et aucun Français. C'est une dérive. Dans la prochaine commission, de ce que j'ai pu voir avant mon départ, c'est qui est-ce qui parle? C'est Thierry Breton. Parce que Thierry Breton était un commissaire et il a été... Van der Leyen a dit à Macron par téléphone, celui-là, il nous emmerde. Et donc, comment dire, Macron l'a démissionné. Voilà. Et donc, du coup, il n'y en a plus. Il y en a peut-être un qui va arriver pour remplacer, c'est Séjourné. Bon, voilà. Je ne sais pas s'il remplacera quelque chose, s'il est capable de remplacer quelqu'un. Dans la prochaine commission, de ce que j'ai pu voir avant mon départ, il pourrait y avoir 9 ou 10 chefs de cabinet allemands pour 1 ou 2 Français, dans le meilleur des cas. Voilà. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit Thierry Breton, démissionnaire ou démissionné. Bon. Alors. Donc, au final, quel est l'avenir de l'UE et les propositions du Parlement européen pour modifier les traités? En fait, un système plus bicaméral, 2 chambres, voilà, mais comme un État, voilà, comme un État, et moins de conflits au sein du Conseil européen avec les votes à majorité qualifiée, voilà. Alors voilà, j'ai trouvé, tout à l'heure je vous disais, 55% des États membres, et si la proposition est soutenue par des États membres représentant au moins 65% de la population totale de l'UE. Il n'y a que l'Allemagne qui peut arriver à ce chiffre. Voilà, bon, bref. Donc, ça commence mal. Alors, voilà, une révision des règles de la composition de la Commission européenne qui prend le nom de exécutif européen. Ça, c'est fondamental. C'est aussi important que la majorité qualifiée. Voilà, c'est aussi important. Mais on s'est bien gardé dans le texte français de parler d'exécutif européen. Bon, c'est un problème de traduction. J'entends pas. Je dis c'est un problème de traduction. Non, non. Oui, je pense qu'ils vont dire ça. Oui, tu as raison, tu as raison. Oui, oui. Alors, donc, c'est l'Union européenne, terrain de l'expansionnisme des États-Unis, parce que derrière, bien sûr, il y a les États-Unis. Alors, l'Allemagne a toujours été le chouchou des États-Uniens, enfin des Américains, par peur du communisme de l'Union soviétique. Voilà. Hein. Donc, c'est bien pour ça qu'ils sont intervenus à la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont intervenus en 1943, 43-44, après que les Russes ont foutu la pâtée aux Allemands, quoi. Là, ils se sont dit, mince, les chars vont arriver à Paris, le communisme, voilà. Donc, ils sont arrivés là, quoi. Hein. Et dans quelles conditions ils sont arrivés, hein. Je veux dire... Je dis toujours qu'on commence à être comme dans l'Amgotte. Je veux dire, ils ne sont pas venus pour sauver la France, ils sont venus pour mettre au pas la France. Voilà. Hein, voilà. Mais ça, alors là, trouver un livre d'histoire de 4e ou de 3e, ou même de 1re, avec l'histoire de l'Amgotte. Hein, c'est incroyable. Hein. Alors, justement, je fais une petite parenthèse, Annie Lacroix-Rize, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, sur, je veux dire, le rôle des États-Unis en France, et qui elle était aussi prof d'histoire, elle nous a dit un jour que en fait, il y a des ambassadeurs aux États-Unis qui regardent à la loupe les programmes d'histoire et de géographie en France. Et ils étaient mécontents, pendant longtemps, de ce qu'on racontait dans les bouquins d'histoire. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, moins de 10 ans, hein, voilà. Et ils ont écrit au ministère de l'Éducation qu'ils étaient très contents que, enfin, ce qu'on racontait dans les livres d'histoire, ça commençait à ressembler à ce qu'on raconte aux États-Unis. Voilà, ça correspond.
Et ils ont écrit aussi, il y a des progrès à faire en géographie. Moi, bon, bref, voilà. Hein? Non, pardon, voilà. Donc, comment dire, ce schéma-là, cette comment dire, Europe fédérale, ça fait longtemps qu'elle est dans les tiroirs. Mais en France, on ne veut pas le voir. Même les chefs de partis politiques de gauche, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas le voir. Hein. Les gentils pères de l'Europe, mince, c'était des, comment dire, des agents américains, dont un nazi, Hallstein, je regrette, il a été 10 ans commissaire de la commission, pardon, président de la Commission européenne. C'était un nazi notoire. Et au moment de la signature comment dire, du traité de Rome, il était là. Il a signé. Je veux dire, alors, quand on dit aujourd'hui le gouvernement ukrainien, enfin l'Ukraine est dominée par un nazi, je veux dire, les gens disent mais que tu racontes, t'es complotiste. Mais pour Hallstein, voilà. Alors moi aussi, dans un premier temps, je me suis dit, oh, t'exagères un peu. J'ai été fouillée. Ben oui, on voit ça, comment dire, sa vie de soldat. Bon, il était officier, etc. Et puis après, bon, je veux dire, c'était un nazi notoire. Bon. Et alors là, Robert Schuman, donc déclaration du 9 mai 1950, par la mise en commun de production de base et l'institution d'une haute autorité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette proposition réalisera les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. Bon, on ne peut pas dire mieux, là. Donc, c'est dans les tiroirs depuis 1950, officiellement en France. Maintenant, je veux dire, au niveau états-unien, on a même à un moment trouvé dans Match, qui est un hebdo, je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs, enfin, qui a été longtemps un hebdo People, on trouve un président de la République, je ne sais plus lequel, qui dit « Oh, qu'est-ce que ça serait bien si la France et l'Europe devenaient une fédération ?» Bon, donc voilà, tout simplement pour effectivement tuer la démocratie et se servir, voilà, en Europe. Et puis en même temps, avoir une base avancée en Eurasie. Hein, parce que le but, il est, après l'Union européenne, c'est la Russie, et puis c'est la Chine, et puis voilà. Les États-Unis se pensent comme les maîtres du monde. Voilà. Il y a même un président qui l'a dit au moment un peu après Pearl Harbor. Voilà. Voilà. Et alors là, Brzezinski et l'Europe, donc voilà, il écrit, pour les États-Unis, le principal but géopolitique est l'Eurasie. La primauté mondiale et l'hégémonie des États-Unis dépendent directement du temps qu'ils mettront à imposer leur domination sur le continent eurasiatique. Voilà. Alors je ne sais pas si Trump, qu'on dit pas intéressé par la guerre, seulement intéressé par les affaires, justement, la Chine, c'est vraiment les affaires. Donc on ne sait pas trop, je veux dire, peut-être pas trop crier victoire quand on dit avec Trump, on n'aura pas la guerre. Dans son précédent mandat... Hein, la guerre, c'est les affaires. Oui, ben voilà, c'est ça. Hein, d'ailleurs, voilà, l'école de guerre économique. Mais je veux dire, Trump, c'est vrai, dans son premier mandat, n'a déclenché aucune guerre. Bon... Là, il a quand même mis un peu de laboratoire en Ukraine, il a mis... Enfin, je veux dire, mais ça, c'est pas vraiment la guerre, quoi. Hein. Voilà, c'est une autre façon de faire la guerre. Mais là, on est sûr de rien, quoi. Voilà. Donc à ce sujet, je me félicite, on peut se féliciter, donc du communiqué commun du PRCF, du PARDEM, de la DPC, du RPSF et de la JRCF, 54-2024, l'armée européenne, et la marche à la guerre, c'est toujours non. Là, on est en plein dans l'actualité, quoi. Hein. Voilà. Alors,
Alors voilà, je voulais vous montrer. Donc, si vous pouvez, on peut l'avoir facilement sur Internet. Il y a 2 dossiers à voir qui viennent de l'école de guerre économique. C'est comment les États-Unis contribuent-ils à affaiblir l'économie française. Et voilà, donc on peut l'avoir. Il suffit de lancer école de guerre économique. Alors comment ça s'appelle? Alerte, voilà. Parce qu'ils sortent des rapports qui s'appellent des alertes. Et sur les États-Unis, c'est une alerte. Voilà. Et ils ont fait la même chose. Je ne l'ai pas là. Bon. Ils ont fait la même chose pour... ils ont un rapport sur l'Allemagne. Voilà. Donc c'est vraiment... Là, il y a tout. C'est concret. C'est hyper sérieux. Enfin, voilà. Et c'est vrai que quand on discute avec des gens... et qu'on ouvre ces bouquins aux bonnes pages. Ah bon, tu crois que les Américains sont nos amis? Ah, tu crois que les Allemands sont nos amis? Bah regarde, toc, voilà. Je pense qu'on a, là, on a peut-être des photocopies à faire dans un geste militant. Je pense, en plus quand on dit l'école de guerre économique, les gens ils connaissent pas l'école de guerre économique. Et elle est à Paris. Elle n'est pas ailleurs, elle est à Paris. Donc, je veux dire, c'est intéressant. Alors, le saut fédéral, la France est quasiment prête à une fédéralisation de l'UE. Alors, pourquoi elle est prête? Parce que, d'abord, elle est affaiblie sur le plan économique, elle est affaiblie sur le plan démocratique, elle est affaiblie sur le plan institutionnel et sur le plan de l'organisation territoriale. Alors, je reviens sur les décentralisations qui ont eu lieu depuis 1983, hein, où on a, comment dire, dépossédé les conseils municipaux et les maires comment dire, des décisions importantes. Aujourd'hui, quand vous allez dans une commune, même dans ma commune, je me demande, mais mince, moi j'ai des problèmes avec les ordures, là. Et je vais à la mairie, on me dit, ah, c'est pas nous, c'est la communauté de communes. Voilà. Donc, et bien sûr, certains d'entre nous vont régulièrement aux conseils municipaux, mais avant, il y en avait un tous les 2 mois, maintenant, il y en a 3 par an. Forcément, puisqu'ils ont délégué une part de leurs compétences au-dessus. Et attention, il y a un système de cliquet, ça ne revient jamais. Une fois que c'est parti, c'est parti. Bon, bien sûr, dans un phénomène révolutionnaire, pardon, je veux dire, bien sûr, on en pense qu'on veut. Mais là, pour l'instant, c'est bloqué. Voilà. Et puis, on a voulu supprimer les départements. On n'y est pas arrivé. Voilà. Les gens ont continué à marquer sur leur plaque d'immatriculation leur département, bien que on n'était pas obligé. Voilà, voilà. Moi, je me souviens même. Alors ça, c'est autre, mais c'est pareil sur les plaques minéralogiques. Vous n'avez plus le mot France vraiment F. Alors. Si vous êtes intéressé, j'ai des petits autocollants qu'on met sur. Voilà, parce que moi j'en ai mis sur ma voiture, mais au bout d'un moment, ça se détériore. Donc moi, je veux bien te racheter une vingtaine. Oui, 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 voilà. Donc, alors pour l'instant, j'ai jamais été arrêtée par les flics, parce que bon, si on est arrêté par les flics, comment vous n'êtes pas français? Alors bon, les gendarmes, etc., ils n'aiment pas trop qu'on dise ça. Et en principe, ils sourient et puis ils vous laissent tranquille, quoi. Hein? En plus, il n'y a pas d'obligation ni de mettre le département, ni de mettre oui, oui. France avec le caducé européen. Et donc les gens ont continué à mettre leur comment dire, immatriculation dans leur département. Et puis finalement, en fait, ça c'est l'histoire de la France. Parce que les départements, ça vient de la Révolution française. 44 000 communes après la Révolution française, et puis 82 ou 84 départements. Donc c'est comment dire, les Français sont quand même, je ne sais pas, parce que peut-être les profs d'histoire ont bien fait leur boulot, mais les Français sont attachés presque viscéralement à cette histoire républicaine. Voilà, hein, place de la Bastille, enfin bon, etc. Je veux dire, dans toutes les villes
dans tous les villages, il y a une rue de la République. C'est pas un hasard, ça. Alors peut-être qu'un jour, on va avoir rue de l'Europe, rue de la Fédération européenne, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas évident encore. Et après avoir tenté de supprimer les communes et les départements, regardez par exemple, pour les communes, quand il y a des élections communales, c'est ce type d'élection où il y a le plus de participation. Donc je veux dire, et c'est ça que les Américains ne supportent pas. Voilà. C'est le bonnet phrygien qui ne supporte pas. Et la suite, quoi. Hein, voilà. Et après, Hollande a installé les grandes régions. Alors, c'est des régions qui sont à l'échelle des Länder. Voilà. Donc, au bout d'un moment, eh ben, on peut facilement supprimer les frontières. Si on a un gouvernement fédéral avec un exécutif et un parlement qui remplace le nôtre, on n'a plus besoin de mettre de frontières. Hein, voilà. Alors, ils ont commencé avec l'Alsace. Hein, ils ont créé la communauté européenne d'Alsace. Je veux dire, alors que quelques années plus tôt, les Alsaciens avaient voté non par référendum. Mais comme d'habitude en France, avec ces gens-là, on ne respecte pas les référendums. Voilà. Et donc, un jour, ils ont réuni le Conseil général du Haut-Rhin et le Conseil général du Bas-Rhin. Ils ont décidé, allez, on va fusionner, ça sera mieux pour les crédits, ça sera mieux pour l'industrie, ça sera mieux pour tout. Et on a imposé aux Alsaciens, donc, la communauté européenne d'Alsace. Je ne sais pas si européenne... comment dire, ça remplace un peu le mot France, quoi. Oui. La communauté française d'Alsace, ça aurait une... voilà, ça voulait dire autre chose, quoi. Mais c'est la communauté européenne d'Alsace. Et quand, je l'ai raconté, quand je suis allée en Alsace, bon, je suis d'origine un peu alsacienne dans ma famille, il y a 2 ans, j'étais pas allée depuis au moins 8 ans, j'ai été frappée par quelque chose. Le nombre d'enseignes qui étaient écrits en allemand. Pas en alsacien, mais en allemand. Voilà. Alors, maintenant, il y a des trains, des bus, des trams qui vous emmènent loin en Allemagne pour aller travailler. Voilà. Donc, on sent, on sent la langue allemande, on sent l'influence allemande en Alsace. Voilà. Bon. Alors, je ne sais pas comment ça va finir, tout ça. Donc, en Corse, c'est pareil, ils ont obtenu un statut, voilà, hein, où la langue corse est autorisée à l'université de la Corse du Sud, hein, par exemple. La Savoie, il y a 2-3 ans, a dit, ben, tiens, ça, c'est intéressant, moi aussi, on pourrait demander une spécificité, etc. La Bretagne a dit, bah oui, bah c'est une bonne idée, ça aussi. Tout ça à la suite de la loi 3DS. Voilà. La loi 3DS, c'est le droit à la différenciation. C'est-à-dire, c'est le droit pour les régions à ne pas... sur certains points, à ne pas respecter la loi nationale. Voilà. Donc, voilà quoi. Tout ça, c'est, comment dire, ça fait partie de l'installation progressive de la fédération. Voilà. Par exemple, les langues régionales. Alors, les langues régionales, elles ont un statut particulier aussi. Ça a changé. Elles peuvent être enseignées dans les collèges et les lycées et elles ont le statut de la 2e langue vivante. Elles peuvent avoir le statut de la 2e langue vivante. Par exemple, moi j'habite le Sud, les élèves peuvent prendre anglais et provençal. Voilà. Alors en général, ils prennent plutôt anglais, quoi. Mais c'est aussi pire, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ça c'est autre chose, quoi. On va voir tout à l'heure. Et en Bretagne, il y a l'université de Bretagne. Mais évidemment. Évidemment. Donc c'est...
Voilà. Mais comment dire, les fédéralistes essayent par tous les bouts. Voilà. Et mais ils luttent contre quelque chose d'important. Je veux dire, les Bretons, les Alsaciens, les Provençaux, les gens du Nord, de l'Ouest, etc., ils ont quelque chose en commun. Hein, c'est l'histoire de la République. Mais ils se sont fédérés, justement en France, dans une communauté de destin. Voilà. Et ça, c'est très fort. Et je sais qu'en France, voilà, la France emmerde le capitalisme. Voilà. Gêne les Américains, gêne l'Allemagne, qui est la cousine germaine c'est ça de dire, des États-Unis. Donc, je veux dire, la France, en fait, la France, il faut l'éradiquer. Il faut la neutraliser. Voilà. Donc, c'est de ça que je voudrais vous parler maintenant. Alors, attendez, dans mes petits machins, voilà. Hop, c'est pas ça. Blabla, hop, c'est ça c'est fait. Voilà. Alors, la France subit une double ingérence et domination, voire exploitation. Elle subit l'ingérence et l'exploitation de l'Allemagne, voilà, avec le sceau fédéral, voilà. Ensuite, par exemple, dans le rapport de l'EGE, le rapport d'alerte, le rapport d'alerte montre comment l'ingérence des fondations politiques allemandes a travaillé sur le sabotage de la filière nucléaire française. Eh ben oui, voilà. Bon. Et l'autre, avec les USA, c'est comment les États-Unis contribuent-ils à affaiblir l'économie française. Mais ils ne contribuent pas seulement à affaiblir l'économie française. Voilà. En fait, en France, nous sommes devenus une colonie des États-Unis. Voilà. Ils imposent leur culture, le type de management, et à l'occasion, ils mettent la main sur l'économie. Et depuis Hollande, parce qu'ils ont commencé avec Hollande, les cabinets de conseil américains, alors McKinsey essentiellement et Accenture, voilà, ils opèrent. Alors, moi j'ai trouvé une nuit une banque de données où j'ai trouvé tous les cabinets de conseil dans le gouvernement. Ils officient dans tous les ministères. Il n'y en a pas un qui échappe. La défense, la santé, la culture, comment dire, alors donc, il y a des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui sont mis un peu sur les chaises à côté, et c'est eux qui font la loi, qui écrivent la loi. Voilà. Donc, c'est épouvantable. Hein. Alors, par exemple, alors, ils ont, comment dire, ils ont affaibli économiquement l'agriculture et l'industrie. Ils ont affaibli la culture, l'état social, la diplomatie, la langue. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur les accords Bloom-Burns. Alors, les accords Bloom-Burns, c'est du 28 mai 1946. C'est un accord entre la France et les États-Unis. Il y a un échange, bon, on avait une dette. Voilà, avec ces accords, on avait moins de dettes. Voilà, c'est toujours comme ça, d'ailleurs. Hein, voilà. Et donc, alors, ils ont établi des quotas. Des quotas de bouquins, des quotas de cinéma, des quotas de... Voilà. Comment dire, et le cinéma a joué un rôle important dans l'implantation, l'arrivée de la culture américaine en France. Voilà. Alors, qu'est-ce qui en... voilà.
comment dire, il y avait Wim Wenders qui avait, voilà. Le succès des films américains en France au lendemain de la guerre est instantané, alors que les films français proposent des images rappelant les souffrances de la guerre. Le cinéma américain redonne du rêve et de l'espoir aux populations. Ce n'est pas un hasard si le happy end est devenu caractéristique des films américains. Voilà. Finalement, la question n'est pas de savoir si les accords Bloom-Burns ont protégé ou condamné le cinéma français, mais bel et bien de constater la puissance de l'influence culturelle américaine. Malgré les tentatives pour enrayer le rouleau compresseur cinématographique américain au lendemain de la guerre, force est de constater qu'il est malgré tout toujours imposé de façon hégémonique dans l'ensemble des pays européens. Alors, j'ai des chiffres. Alors, les quotas perdurent. Alors, sur la part de marché des films américains, en 2002, le Royaume-Uni, film américain, 83%, films nationaux, 15%. Espagne, film américain, 75%, films nationaux, 14%. Italie, film américain, 63%, films nationaux, 22%. France, film américain, 56%, films nationaux, 34%. Vous remarquerez que le cinéma français résiste. Voilà, il y a une forme de résistance. Et pour les films diffusés, les séries voilà, non cryptées, etc., c'est pareil. Le Royaume-Uni, c'est 80%, les films nationaux, c'est 20%, et la France est en dernier. Elle n'accepte que 28% et 42% pour les films nationaux. Donc, je veux dire, là, il y a une... Comme en 1947, il y avait eu une résistance monumentale à propos des accords Bloom-Burns, avec des manifestations monstres, avec tous les comment dire, les metteurs en scène, etc. Et bien là, je trouve que en France, il y a vraiment une résistance, quoi. Bon, ça augure quand même. Je crois qu'ils veulent fédéraliser la France, ils veulent vraiment la rendre inaudible. Ils ont quand même du mal. Je veux dire, la meilleure preuve, c'est les Gilets jaunes en 2018. Je veux dire, et c'est pas fini, quoi. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est pas fini. J'ai vu récemment un film, on pourrait le passer d'ailleurs. J'ai vu un film qui s'appelle Doléances. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Regardez ce film, enfin ce documentaire qui dure 58 minutes. Alors, c'est un maire d'une petite commune rurale. Alors, l'ouverture des mairies, c'était une initiative des maires ruraux. Donc, moi, j'ai été écrire sur le cahier, etc. Il y a des millions de gens qui ont écrit. Voilà. Et ce maire, voyant la situation se dégrader, se dit, bon, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, les cahiers ou les cahiers de doléances? Ils sont où? Alors, chez lui, dans sa commune, il les retrouve. Enfin, il va à la réserve au département, il les retrouve, et il commence à lire, et il trouve que les gens écrivent clairement leurs doléances, voire certains des lois, écrivent des lois, voire des programmes de gouvernement. Il dit c'est fabuleux, quoi. Alors, du coup, il écrit une lettre au président de la République en disant que sont devenus les cahiers de doléances, etc. Bon, alors, et puis après, il prend sa voiture et il va dans la France voir les mairies rurales. Vous en faites quoi, bon, etc. Et au cours d'un de ses voyages, il roule et puis il dit « Oh, mais ça ressemble à un ancien truc de gilet jaune. » Alors il dit « Oui, c'est vrai, il y a le rond-point pas loin, donc c'est une palissade, il y a un gilet jaune, une pancarte, derrière il y a une cabane. » Enfin, voilà, c'était un campement de gilets jaunes, quoi. Et comme il a garé sa voiture et qu'il est là à tripoter le gilet jaune, il y a un camion qui passe et qui fait « Tut !» Et lui qui fait « Waouh !» Et toutes les bagnoles qui suivent vont « Tut !» Donc ça veut dire que l'esprit gilet jaune est encore là, quoi.
Donc, bon, bref, nous, on a fait partie des ADA, voilà, et on a vu à Saint-Nazaire comment, non, je vais être claire, hein, comment le NPA a tripoté et a foutu en l'air les ADA, quoi, a récupéré, quoi, voilà. Bon, bref, voilà. Et oui, alors dernière chose pour ce documentaire, vraiment il faut le passer parce que on peut inviter les gens de gauche et les gilets jaunes dans la même salle. Vous voyez, voyez ce que je veux dire, quoi. Puis après, une fois qu'ils sont là, on peut leur parler de la fédéralisation de l'Europe, quoi. Voilà. Comment dire? Et donc, à un moment, il arrive dans une mairie, et puis il y a une fille qui est linguiste et qui dit oh, ben, j'ai travaillé sur les textes, et il y a deux mots qui ressortent. Deux adjectifs. Petit et grand. C'est les deux adjectifs qui reviennent. Alors, petit salaire, petit logement, petit paysan, petit, etc. Mais grande fortune, grande trahison, grande, etc. Donc, petit et grand. Moi, je trouve ça fabuleux quand même, qu'on arrive là, quoi. Voilà. Et bien sûr, en attendant, il attend toujours la lettre du président de la République, bon, qui ne vient pas. Et puis, après, il arrive à contacter quelqu'un qui avait travaillé sur les cahiers de doléances au niveau national. Et là, le type lui explique, oui, on a commencé, on a mis les cahiers de doléances dans nos ordis, et très rapidement, on nous a dit, bon, bah, non, on arrête, et tout ce qui est sur vos ordis, vous videz vos ordis. Bon, voilà. Mais voilà, c'est pas fini. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, depuis... Ah, d'accord. Alors, d'accord. Alors, attends, mais je m'étais fait une petite conclusion. Ouais, enfin, une petite conclusion, voilà. Bon, bref, je veux dire que en France, sur le plan des partis politiques, le clivage habituel gauche-droite n'est peut-être pas aussi pertinent qu'on le croit. Ni la gauche ni la droite n'apportent une analyse juste. De la perte d'indépendance de la France vis-à-vis des États-Unis, pour laquelle la France n'est qu'une colonie, qu'ils exploitent, pillage des élèves des grandes écoles, récupération des fleurons industriels, cabinet américain Accenture, etc. Donc, comment dire, tous les présidents viennent des écoles des Young Leaders. Donc, même si certains dénoncent certaines affaires, hein, certains partis politiques, en fait, le clivage, il est entre les indépendantistes et les mondialistes. Voilà. Alors, l'euro, c'est une catastrophe. Voilà, je ne vais pas en brancher là-dessus. Mais, donc, moi, je voulais... Donc, les conseils de lecture, c'est Le Grand Échiquier de Brzezinski, L'Amérique et le reste du monde, L'Ami américain d'Éric Branca, la formule d'avril 2022, et les deux rapports sur l'école de guerre économique. Je ne pensais pas que j'avais été trop longue. Mais j'ai encore plein de trucs à... Bon. Et plus rien. Merci. Non, mais... Des questions, des réactions?